Couturière, couturier, votre machine à coudre vous a forcément déjà fait des caprices. Fil qui casse, point qui saute, bruit bizarre, et vous vous êtes demandé à ce moment-là, est-ce que c'est grave et est-ce que je peux réparer moi-même? Je suis donc allé poser la question à Jérémy de la clinique de la machine à coudre, pour voir avec lui, pour passer en revue avec lui les différents petits soucis, voire plus gros soucis qu'on peut rencontrer régulièrement avec sa machine à coudre, et surtout comment les résoudre, ces soucis. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Si oui, comment? Et puis voilà, on y va. Jérémy, on a une machine là qui est complètement bloquée, il y a eu un bourrage. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc effectivement, là on a vraiment le cas de figure précis où on a un bourrage, où tout est resté bloqué tel même avec l'ouvrage. Donc on va essayer de débloquer la machine en suivant une petite procédure. Et sans la casser? Et sans la casser, en essayant de faire le moins de dégâts possible. Ok. Là, effectivement, si on essaye de tourner, la machine est réellement bloquée. Ok. C'est-à-dire que là, tout est verrouillé, l'aiguille en plus s'est plantée dans le tissu. Ok. Ça se traduit certainement par du fil qui est bloqué en dessous. La plupart du temps, bien sûr, on a un joli ouvrage, un pull ou autre dedans. En plus, on n'a pas envie d'abîmer son ouvrage. Donc là, c'est tout de suite un petit peu stressant et paniquant comme situation. D'ailleurs, il y a certaines erreurs qu'on peut faire très rapidement. C'est essayer de forcer au volant pour essayer de débloquer. Ça, je le déconseille parce qu'au final, on va créer vraiment une force supérieure à la force du moteur. Et en fin de compte, on va aller vers la rupture d'une pièce. Donc, il y a une mécanique en haut, il y a une mécanique en bas, c'est assez facile à comprendre. Il y a un système de synchronisation qui synchronise donc les deux mécaniques. Et au final, en forçant sur le volant, à un moment donné, on va trouver un fusible mécanique, on appelle ça un point de faiblesse. Et c'est soit la courroie qui va casser, soit les pignonneries qui sont là. Enfin, on va devant une réparation beaucoup plus grave. Alors que là, je vais vous donner une petite procédure, il faut commencer par ça, pour essayer de débloquer sa machine sans déformer la mécanique ou casser une pièce. Ok. Donc premier truc, je force pas sur le volant. Exactement. J'arrête, je ne force pas. Et là, au final, on essaye déjà de voir si on peut retirer, parce qu'on peut avoir la mécanique du dessous qui est bloquée, mais on peut quand même réussir à retirer son aiguille, ou alors, coup de bol, la machine s'est bloquée avec l'aiguille en haut. Déjà, ça enlève une problématique. Là, on a toutes les problématiques, car on a l'aiguille qui est plantée dans le tissu. Ouais. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà de commencer par enlever son aiguille, essayer d'une façon ou d'une autre de retirer l'aiguille. Alors, la façon la plus simple, bien sûr, c'est de dévisser ici le système de serre-aiguille, et d'essayer par toutes les façons, au final, soit de planter l'aiguille à l'intérieur du tissu de notre ouvrage, de la faire bouger. Il est même arrivé quelquefois qu'on n'arrive pas à sortir son aiguille. Limite, c'est plus judicieux de casser l'aiguille pour carrément enlever cette force mécanique qui est rentrée dans le tissu ou qui bloque tout le mécanisme. D'une façon ou d'une autre, il faut essayer de retirer cette aiguille. C'est vraiment très très important parce que tant qu'on n'arrivera pas à la retirer, l'aiguille est plantée dedans avec le fil et avec l'ouvrage, on est dans une situation où on sera bloqué. Donc en règle générale, effectivement, le fait de débloquer ici le serre-aiguille, d'enfoncer son aiguille, même quitte, au final je dois avoir une petite pince ici, même quitte à prendre une pince, prendre le talon de l'aiguille et essayer vraiment de rentrer son aiguille à l'intérieur de l'ouvrage, faut pas hésiter. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer de dégager cette aiguille. C'est hyper important. Donc là, je retire l'aiguille. Donc là, bien sûr, l'aiguille, elle est bloquée par le fil. Donc on va bien sûr couper son fil. Donc première étape faite. Bon là, l'aiguille, elle est bloquée avec le fil. Pas de problème, je la laisse là. Ou alors j'essaye de couper même le fil ici, en dessous. Hop, voilà. Première étape, ok. Je relève mon pied de biche. Et là, je peux voir que mon tissu, il est bloqué dedans. Parce qu'en fin de compte, il y a tout un amas de fil qui est bloqué en dessous. Donc maintenant, il faut extraire le tissu. Pour extraire le tissu, je relève le pied de biche. Si je veux, je peux même retirer la semelle, si je veux un petit peu me dégager le terrain. Et là, en fin de compte, le but, c'est de passer son ciseau en dessous, de tirer sur le tissu pour essayer de couper le fil entre la plaque à aiguille et le tissu. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de fils. Les gros bourrages. Voilà. Hop, j'ai réussi déjà à extraire mon tissu. Mais là, l'erreur serait d'essayer de remettre la machine en route dans cette condition-là. Parce que tout ce fil qui a été coupé ici, c'est bien, mais le fil, il est bloqué à l'intérieur entre le crochet, la boîte à canettes. En plus, sur celle-ci, il y a un système de coupe-fil. Donc là, il ne faut surtout pas prendre le risque. Il faut prendre le temps d'ouvrir la plaque à aiguille pour extraire tous les fils. Donc on y va. C'était le sujet d'un autre tuto la dernière fois, comment ouvrir un petit peu pour la partie entretien. Donc là, on réutilise ça. Donc là, effectivement, soit on a un système de tournevis angulaire, où on peut avoir accès facilement aux vis.
soit on a l'outillage qui était fourni dans la machine, en règle générale vous avez le petit tournevis qui correspond à la marque, ou soit la technique tout simplement de la petite pièce de quelques centimes. L'empreinte en règle générale des petites vis correspond. Je dévisse. Donc avec ma petite pièce que je rentre dans mon empreinte. Si jamais ça venait à forcer parce que c'était bien serré, on prend une petite pince, on se met sur la vis et on desserre comme ça. Mais du coup, on n'est pas gêné au niveau de l'encombrement ici. Donc on y va, on enlève la première vis. Donc là, le système de browser, c'est avec un premier cage, un enjoliveur et après la plaque aiguille. Donc je vais tout enlever. Hop. Donc là, on va démonter et donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc, il arrive quelquefois que suite à ce bourrage, même le système de boîte à canettes, donc c'est ce qui réceptionne ici la petite canette, qui fait la tension de fil inférieure, il arrive même que la boîte à canettes est tournée quelquefois, que l'aiguille se soit plantée dedans. Enfin, on peut avoir du dégât un petit peu mécanique. Mais le fait d'arrêter tout de suite la machine, en fin de compte, on évite tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer à la main, il ne faut pas insister à la pédale. On voit bien que quand la machine force qu'elle ne peut plus y aller, c'est que voilà. Vaut mieux perdre 10 minutes à l'ouvrir au final. Alors, c'est vrai que c'est judicieux aussi quand on fait ce genre d'opération d'éteindre la machine. Sur cette machine électronique, il y a une sécurité. Quand le pied de biche est levé, la machine ne peut plus démarrer. Mais sur une machine mécanique, si malencontreusement vous faites passer votre pied sur la pédale, bon, bah, vous pouvez en plus vous planter l'aiguille dans le doigt ou alors vous faire du mal. Donc voilà, on vient d'enlever la plaque à aiguille. Là, on a accès en dessous. Ce qui est destructeur pour une machine, c'est qu'un fil, si vous tirez dessus, il se casse, il n'y a pas de problème. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que là, il y a tout un amas de fils. Alors, j'arrive même pas à le sortir, tellement que c'est bloqué dedans. Donc là, j'enlève ma canette. J'enlève ma boîte à canettes. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un système de bourrage. Le crochet a pris un fil, 2 fils, 3 fils, 4 fils, 5 fils, 10 fils. Et au final, c'est plus un simple fil que vous avez, c'est un genre de corde. En fin de compte, c'est tout cet amas de fils. C'est au moins 10 filins qui se sont mis ensemble. Et ça, en fin de compte, si vous voulez tirer dessus, la résistance qu'il y a avec ça, ben, ça va vous casser une boîte à canettes en deux. Ça va bloquer un crochet. Ça va même bloquer la mécanique et vous couper une courroie de transmission parce que ça a énormément de force. Ça à casser, à tirer, c'est presque impossible. Je peux voir que c'est pas la première fois que ça arrive à cette dame. Il y a un système d'aimantation sur les crochets des browsers. Et là, je peux voir qu'il y a un petit bout d'aiguille qui est là. Oh bah dis donc. Ouais, il y a un petit bout d'aiguille. Donc il y a déjà eu une casse d'aiguille suite à un bourrage. Donc là, concrètement, première chose qu'on fait, on vient de débloquer sa machine. Donc pour faire un récapitulatif des opérations, j'ai enlevé mon aiguille, j'ai coupé mon fil pour ressortir mon ouvrage, j'ai enlevé ma plaque à aiguille, ma boîte à canettes, j'ai supprimé mes fils. Donc là, pour se rassurer, première chose qu'on peut faire, tout est libéré, c'est commencer à tourner le volant. Je sens qu'effectivement que ça tourne, qu'il n'y a pas de blocage. Ça voudrait dire qu'a priori, il n'y a pas de pignon de cassé, il ne manque pas de dents, il n'y a pas de point dur. Deuxième chose, quand je tourne mon volant, je vois qu'ici ma griffe d'entraînement bouge, elle monte, elle descend, elle avance, et je vois que mon crochet tourne en dessous. C'est plutôt une bonne nouvelle. La troisième chose qu'on pourrait faire, pour tout de suite voir si on a désynchronisé ou non sa machine, c'est remettre une aiguille. Moi, je vais mettre une aiguille neuve. Alors ça, c'est très important de mettre des aiguilles de bonne marque. Aujourd'hui, malheureusement... Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes marques d'aiguilles Ou Euh, est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Non, il y en a quelques bonnes, effectivement. Nous, on est revendeurs de marques allemandes, donc Schmetz, Crosset-Becker, toutes ces marques-là. Ok. Il faut éviter, en fin de compte, entre guillemets, les aiguilles vendues dans les supermarchés ou des choses comme ça. En règle générale, c'est bien pour se dépanner, mais c'est pas forcément synonyme de bonne qualité. Une bonne aiguille, au final, on peut faire aussi un petit tuto là-dessus. Une bonne aiguille, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une aiguille qui va se casser quand elle va se tordre. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un trempage qui est assez fort dessus, donc ça veut dire que l'aiguille a une bonne résistance, et quand elle va arriver à une certaine torsion où ça va dépasser un petit peu ses tolérances, elle va couper en deux. Une mauvaise aiguille, justement, vous allez pouvoir la tordre, presque la mettre à 80 degrés sans qu'elle casse. Ça veut dire qu'elle n'a pas une bonne résistance parce qu'elle n'a pas un bon trempage. Et ce qui est destructeur pour une machine, c'est une aiguille qui va être tordue, effectivement, où vous allez continuer à coudre. L'aiguille, elle a une trajectoire bien précise. Et si l'aiguille elle est tordue, elle risque de venir taper sur le crochet, sur la boîte à canettes et abîmer tout votre mécanisme ou alors complètement mitrailler votre plaque à aiguille.
Donc en fin de compte, souvent la définition d'une bonne aiguille, c'est une aiguille qui va casser assez facilement suite à une résistance anormale. Une aiguille qui va se tordre sans casser, en règle générale, c'est que c'est pas une bonne aiguille. Il vaut mieux casser une aiguille que casser la machine, quoi. Clairement, clairement. C'est pareil, quand il y a le moindre doute, on change l'aiguille. Parce qu'une aiguille, en fin de compte, on a une tolérance à peu près de 2 ou 3 dixièmes de millimètre pour la prise de boucle. Une aiguille qui va être tordue, déjà, vous allez certainement sauter des points. Vous allez avoir une couture anormale. Mais en plus de ça, vous risquez de venir vraiment abîmer tout votre matériel en dessous. Donc ce serait vraiment dommage. Donc pour en revenir en été, on remet l'aiguille. Donc remettre une aiguille en place, il y a un plat sur une aiguille. Le plat va toujours sur l'arrière. Quand le plat est sur l'arrière, vous avez la grande rainure qui est devant. On la glisse à l'intérieur. Il faut bien monter l'aiguille complètement embutée. Et quand vous êtes seulement embuté, vous resserrez. Ça c'est pareil. La mise en position d'une aiguille, ça peut être vraiment le sujet de beaucoup de pannes. Une aiguille trop basse risque de venir abîmer votre matériel en dessous et vous avez des problèmes pour prendre le point. Trop haute, c'est pas possible. Trop haute, c'est pas possible en théorie, ou c'est que vous avez mis une mauvaise aiguille qui est trop courte. Mais sur les aiguilles, il y a un vrai sujet aussi. Quand on a remis donc l'aiguille en place, deuxième vérification, c'est que je fais tourner le volant. Et effectivement, là, mon aiguille ne doit pas venir taper sur mon crochet. C'est hyper important. Si l'aiguille vient taper sur le crochet suite à votre bourrage, c'est que vous avez désynchronisé le mouvement du crochet par rapport à votre aiguille. Donc le bourrage, ça a bloqué le bas. Vous avez essayé de tourner ici, effectivement. Vous avez désynchronisé la mécanique. Donc le fait de désynchroniser, ça veut dire quoi? J'ai la mécanique en haut, j'ai la mécanique en bas. La mécanique en bas doit arriver à un moment précis par rapport à la mécanique du haut. Si le mouvement est désynchronisé, la machine ne peut plus prendre le fil. Mais si vous essayez de coudre comme ça, vous risquez encore une fois d'abîmer la machine. Et donc, ça coudra pas de toute façon. Et de toute façon, il n'y aura pas de couture. Donc là, effectivement, je fais tourner mon volant. Je vois que mon aiguille ne touche nulle part. Il n'y a pas de bruit mécanique, il n'y a pas de blocage. En toute honnêteté, il y a 95 chances sur 100 que vous remontiez, qu'il n'y ait aucun problème. Donc là, on vient de débloquer la machine, on vient de vérifier son fonctionnement. On n'a rien abîmé en théorie. Je peux regarder effectivement rapidement la boîte à canettes. Je vois qu'elle n'a pas pris de coup d'aiguille, qu'elle n'a pas a priori de bouts qui sont cassés. Tout paraît correct. Je remets tout en place, je remonte, je réessaye et normalement il n'y a pas de souci. Ok. Mise en place de la boîte à canettes. On refait toute l'opération dans l'autre sens au final. Et remontage complet de la machine. Donc là, le blocage, le bourrage d'une machine, c'est vraiment un sujet. Moi, je conseille vraiment de prendre le temps de bien remonter, de démonter, de remonter, et vous allez gagner votre temps au final. Parce qu'en forçant au volant, on a l'impression qu'on va peut-être gagner 10 ou 15 secondes parce qu'on va débloquer immédiatement, mais la plupart du temps, on casse sa machine. Donc là, on remet en position notre petite canette. Donc là, c'est pareil, une petite règle simple. Une canette sur ce système de crochet, ça se déroule toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en fin de compte, quand je la déroule, elle tourne dans le sens anti-horaire. Je la glisse à l'intérieur, je mets un petit doigt pour la bloquer, je passe derrière ici. Ma première flèche, ma deuxième flèche, le fil est coupé à la bonne dimension. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher son fil sur le premier point. Enfilage supérieur, je vous ferai un petit tuto tout à l'heure pour les bonnes techniques d'enfilage, c'est important, il y a des petits trucs à savoir. Donc là je l'enfile rapidement. Donc le tire-fil est en haut. Hop. Donc là c'est juste pour vérifier au final si elle fonctionne. Donc cette machine est rentrée en réparation aussi, je sais qu'il y a un petit problème sur l'enfileur automatique. Donc malheureusement, il faut que je le fasse à la main. Je m'en serais passé. C'est là où les lunettes prennent tout leur sens. C'est là qu'on réalise si les lunettes sont bien à la bonne force ou pas. Et donc là, bon, est-ce que ma machine s'est désynchronisée ou pas? Est-ce que mon bourrage de fil a été destructeur? Est-ce que je vais avoir une réparation qui va coûter cher ou pas? On le voit directement. Alors c'est pareil, ce que je conseille sur le premier redémarrage, de ne pas forcément prendre de risque de prendre la pédale. Vous prenez votre main, vous prenez le volant. Vous faites 1 ou 2 tours avec votre volant. Vous voyez déjà que la mécanique ne force pas. Bon, a priori, c'est bon signe. Je mets un petit coup de pédale. Le bruit est normal, la machine est repartie. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette cliente. Il n'y a pas eu de désynchronisation, il n'y a pas eu de casse de pignonnerie. Et ça, elle aurait pu le faire chez elle, du coup. Complètement. En suivant tout simplement la petite procédure, en prenant bien les choses dans l'ordre. Et c'est en fin de compte, c'est comme dans beaucoup de choses qu'on fait à la maison. Souvent, on veut gagner du temps, on force, on ne sait pas forcément comment faire. Et au final, en prenant quelques minutes, en prenant une petite pièce de quelques centimes, en démontant, en retirant les fils,
Bah, c'est super enrichissant de savoir ça parce qu'on sait se sortir de cette situation-là. Et il n'y a même pas que l'histoire, en fin de compte, de la partie financière, c'est qu'il faut ramener la machine chez le réparateur, attendre et on ne peut pas continuer son ouvrage au final. C'est la première chose à faire et on peut être complètement autonome sur cette opération. Problème réglé en 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. 5 minutes montre en main, mais même au final, le temps de chercher les outils, quand on ne sait pas trop, de prendre le temps, c'est toujours un petit peu inquiétant. Même si on doit mettre 10 minutes ou un quart d'heure, mais qu'on repart et que sa machine fonctionne, c'est super intéressant. Et au final, on aurait forcé au volant, on aurait risqué de casser une pièce, et tout de suite, ça aurait été beaucoup plus onéreux en plus. Donc voilà, là c'est la petite procédure simple et efficace sur toutes les marques de machines à coudre. Que ce soit une machine électronique, que ce soit une machine mécanique, que ce soit une petite, une grosse ou n'importe. Je vous dirais même une surjeteuse quelque part, sur n'importe quelle machine qui pique, c'est la procédure de base de débloquer son ouvrage, d'enlever tous les fils, de tout couper, de tout libérer la mécanique, de faire un petit tour de contrôle au volant, voir que la mécanique ça a l'air de bien se passer, de remettre en route gentiment. Et de jamais forcer. Et de jamais forcer. De toute façon, la mécanique, c'est pas fait pour forcer. En règle générale, c'est pas bon signe. Ensuite, nous, dans notre expérience de réparation, de problèmes, on a souvent le phénomène d'amas de fils, de grandes boucles qui se forment en dessous le tissu, de tensions complètement aléatoires. Et au final, la problématique, dans 90% des cas, c'est tout simplement un enfilage de la machine. Donc, l'enfilage qui est raté. L'enfilage qui est raté. Okay. Donc, vous vous dites, non, mon enfilage, il n'est pas raté. Alors, la réflexion qui revient tout le temps, ça fait 15 ans que je pique avec ma machine à coudre, je connais ma machine, je sais enfiler ma machine à coudre. On le conçoit complètement, il n'y a pas de problème, mais des fois, il peut... En fin de compte, si vous voulez, c'est des passages de fil qui sont plus ou moins dessinés. Un fil, c'est hyper fin, il peut passer à gauche d'un bloc de tension, à droite d'un bloc de tension, il peut y avoir une petite bourre à l'intérieur. Il peut y avoir pas mal de paramètres qui font qu'effectivement, on pense qu'elle est bien enfilée, on est passé au bon endroit, mais elle n'est pas bien enfilée. Donc moi, je vais vous faire un petit tuto d'enfilage que je donne à mes clientes, où c'est pareil, dans 95% des cas, on est sûr d'être bien enfilé. Quand il y a un problème de bouclette sous le tissu, c'est que le problème vient du fil supérieur. Très souvent. Alors, il peut y avoir d'autres causes, mais dans 9 cas sur 10, effectivement, c'est un problème du dessus. Pour comprendre comment fonctionne une machine à coudre, vous avez un fil en dessous, donc la fameuse canette. Il faut qu'il se déroule avec une certaine tension. Vous avez un fil supérieur, donc avec l'aiguille, et cette aiguille va venir piquer dans le tissu, chercher le fil du dessous, et pour imager un petit peu, et faire un nœud. Mais si vous n'avez pas la bonne résistance au-dessus et la bonne résistance en dessous pour faire votre nœud ne peut pas être formé. Okay. C'est comme si on devait faire un nœud, en fin de compte, avec une corde. Au final, quand on a des grandes boucles en dessous, c'est souvent l'aiguille qui emmène le fil en dessous. Le fil n'a pas la bonne tension pour faire ce nœud, et en fin de compte, c'est pour ça que ça provoque des grandes boucles. On aurait tout de suite tendance à se dire le problème vient du bas parce que c'est en dessous, mais pas du tout, ça vient du dessus. Il faut commencer par ça. Et en plus, pour le coup, c'est beaucoup plus simple de commencer par le dessus parce qu'il n'y a aucune action mécanique à faire. La première des choses, on commence à refaire le dessus. Okay. Je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que... Quand nous vendons du matériel, ou même quand on fait un petit peu des démonstrations sur du matériel, systématiquement, on passe sur la table de démonstration, et c'est une chose sur laquelle je ne déroge jamais à expliquer l'enfilage supérieur avec la petite technique qui va bien. Donc, sur toutes les machines, on a toujours un petit peu le même procédé. On part de la bobine, ou d'un cône, ça ne change pas grand-chose. On va passer dans le système de tension. On va redescendre ici, là il y a un système de ressort contrôleur, mais lui, bon, on influe peu. Ici, il y a un système de tire-fil, c'est le fameux batteur qui descend et qui remonte. Et après, on va redescendre à notre aiguille. En fin de compte, ici, je vous l'avais montré sur un autre tuto, pour imager, il y a un système de bloc de tension. C'est comme si c'était des rondelles, où en fin de compte, votre fil passe entre ces rondelles, il serre le fil et c'est ça qui provoque la tension. La plupart du temps, le fil, quand c'est mal enfilé, peut passer à gauche des rondelles, à droite des rondelles, ou alors tout simplement au-dessus, sans rentrer à l'intérieur. En fin de compte, il y a une action à faire qui est toute simple quand on enfile une machine en théorie, c'est de relever son pied de biche. Quand on relève son pied de biche, on ouvre nos rondelles, on les met en forme de V et on est sûr que le fil va glisser à l'intérieur. Donc première des choses, je relève mon pied de biche. Je suis après mon système d'enfilage, tout le protocole d'enfilage. En fin de compte, sur chaque machine, c'est très ressemblant. Donc là, j'ai un petit 1, un petit 2, un petit 3, tout est numéroté sur celle-ci. Petit 3, hop, je remonte. Donc là, pour aller chercher mon levier tire-fil, c'est très simple. Je vais tout à droite, je passe à gauche, je redescends. Automatiquement, ça rentre à l'intérieur. Et donc, c'est là où il y a la petite technique. Là, en fin de compte, le bloc de tension est libéré. Donc là, si je tire sur mon fil, le fil vient vraiment librement. Il n'y a aucune résistance.
avant d'aller enfiler le petit passe-fil et l'aiguille, vraiment, quand on est passé dans le système de tire-fil, je dis à mes clients de baisser son système de tension. Et là, effectivement, je dois sentir une vraie résistance. Il y a une vraie différence de résistance. Pied de biche baissé, résistance. Hop, j'ouvre mon pied de biche, il vient librement. Là, vous êtes sûr déjà que vous avez fait toute votre première partie parfaitement. On ne peut pas se tromper en théorie sur l'enfilage de l'aiguille, c'est toujours de l'avant vers l'arrière. Ok. Vous êtes sûr que vous aurez la bonne tension. Là, en règle générale, 9 fois sur 10, vous réglez votre problème de bouclette en dessous. Tout simplement en ayant fait la technique du pied de biche relevé. Avant d'enfiler l'aiguille, je baisse le pied de biche, je sens qu'il y a une résistance, tout va bien. Si, entre pied de biche levé et pied de biche baissé, vous n'avez pas de différence de résistance, je regarde où est réglé mon système de tension. Est-ce qu'un enfant n'est pas passé dans le coin, où il a bougé, il n'est pas sur 0. Là, effectivement, il n'y aura pas de différence de résistance. Ok. Deuxième chose, je suis sur 4 ou sur une valeur normale et j'ai pas de différence de résistance. On se resserre du petit tuto de l'autre vidéo en prenant la petite aiguille et en essayant de passer à l'intérieur du bloc de tension. Il y a certainement une cochonnerie qui bloque à l'intérieur. On nettoie le chemin de... Exactement. Il faut vraiment... Il y a besoin de cette tension au final pour former le point. On enfile l'aiguille et on est reparti. Voilà pour un des deuxièmes problèmes les plus récurrents qu'on peut voir au niveau des pannes. Après, quand on en a parlé tout à l'heure, il y avait donc la problématique de l'aiguille. La plupart du temps, une aiguille d'une bonne marque, bien positionnée, le plat vers l'arrière, bien à fond dans son logement. Si vous avez encore problème de blocage, de bourrage ou autre, il y a un autre point important à vérifier, c'est le problème de la canette. On peut mettre n'importe quelle canette. Eh bien justement, ça c'est une fausse idée. Ok. Même dans certaines merceries, vous pouvez avoir le conseil d'un vendeur ou d'une vendeuse que les canettes sont standardisées sur les machines. Non, il n'y a pas de canettes standardisées. Chaque marque de machine a son modèle de canette. Par un coup de chance, entre guillemets, une canette dite standardisée peut aller dans la vôtre parce que ça colle à peu près aux mesures. Mais non, il y a bien une forme, un diamètre, une épaisseur particulière à chaque machine. Et on est d'accord que même certaines marques changent, enfin la canette est différente d'un modèle à l'autre d'une même marque. Ouais, par exemple chez Singer, nous on a l'habitude de réparer des Singer aussi bien qui ont 20, 30, 40 ans que les nouveaux modèles. Je dois avoir au moins 8 à 10 références de canettes différentes. Parce qu'il y avait des systèmes de rembobinage automatique de la canette avec des systèmes de canettes à ressort, les mêmes canettes mais sans le système à ressort pour un autre système de rembobinage. Des canettes bombées, des canettes plates. C'est vraiment pas facile à y trouver son compte, à trouver la bonne canette pour la bonne machine. Alors moi, je vais vous donner une technique simple. Alors, il faut quand même à la base une canette. Que vous ayez une canette quand vous avez acheté votre machine ou que vous l'avez récupérée, ou au moins une canette que vous êtes sûr qu'il marche dedans. Et ça vous permet d'être sûr de racheter la canette qui va correspondre à votre machine. Ok. Donc là, l'exemple type, je sors cette canette de dedans. Tout à l'heure, on a bien vu qu'elle fonctionnait. On sait que celle-là, c'est la bonne. Exactement. L'ancienne méthodologie, c'était de prendre un pied à coulisse ou un appareil de mesure pour mesurer plusieurs dimensions, aussi bien l'épaisseur que le diamètre extérieur que le diamètre intérieur. Là, sans tout ça, je vais vous donner 3-4 points, ça va être très simple. J'ai sorti 3 petits modèles de canettes différents. Alors quand on les regarde visuellement, bon à part celle-ci qui est verte, on peut voir que tout se ressemble. Mais laquelle est la bonne? Déjà, je vais regarder les hauteurs. Tout simplement, je me mets sur une table. Je les mets les unes à côté des autres. Celle-ci, on peut voir qu'elle est légèrement plus fine parce qu'elle rentre à l'intérieur. Donc déjà, celle-ci, elle n'a pas la même épaisseur. Celle-ci, je peux voir aussi qu'elle est légèrement plus fine. Bon, a priori, c'est pas bon. Celle-ci, a priori, elle a la même hauteur. Deuxième chose très importante, donc celle-ci, je la mets de côté. Après, effectivement, il y a la surface, la face de la canette. Elle peut être plane, plate, ou arrondie, bombée, comme ça. Donc pour le savoir, au final, tout simplement, on la pose, encore une fois, sur la table. Je regarde sa surface d'appui, là je vois qu'elle est bien plane, qu'elle est parfaite. Effectivement, celle qui est arrondie, on voit bien que on peut vraiment la bouger dans tous les sens parce qu'elle n'est pas plane, bien sûr. Donc celle-ci, déjà, je peux la supprimer. Ça, la première des choses. Arrondie ou plate, déjà, arrondie, je mets de côté. Ensuite, donc les largeurs, on était d'accord que celle-ci n'était pas aussi large. Après, il y a encore 2 petites choses à contrôler. Le diamètre extérieur. Donc si on a un outil pour mesurer, c'est bien, mais autrement, tout simplement, on la met l'une à côté de l'autre. Et je dois avoir le même diamètre. Si elle est plus petite, on peut se dire, elle va loger à l'intérieur. Oui, mais elle risque de bouger et limite de se retourner pendant qu'on pique, quand on pique vite. Donc c'est limite même pire. Si elle est trop grande, de toute façon, elle ne rentrera pas dedans.
Donc tout simplement diamètre extérieur et on est fixé. L'une sur l'autre, on voit ce qui se passe. Exactement, on voit ce qui se passe. Troisième chose à vérifier, est-ce que ma canette va se clipser sur mon système de dévidoir? Donc le dévidoir, c'est pour remplir la canette. Est-ce qu'il va y avoir le bon diamètre? En règle générale, c'est normalisé, mais on peut avoir des surprises. Donc là, au final, c'est celle-ci la bonne. J'ai la bonne épaisseur, elle est bien plane, j'ai le bon diamètre, donc tout va bien. Donc ça paraît bête, mais qu'est-ce qui peut se passer si j'ai une mauvaise canette dedans? Pendant la piqûre, elle peut déjà se mettre de travers et le fil vient se bloquer dedans, bourrage de fil. Deuxième chose, on peut avoir un flottement dedans et avoir vraiment une tension qui est complètement instable. Et puis ce qui est vraiment dangereux au final, c'est qu'elle se retourne ou qu'elle se bloque, et que le fil vienne se bloquer dedans et qu'on reprovoque un bourrage. Et bourrage, comme tout à l'heure, ça s'est bien passé, mais un bourrage, ça peut être aussi synonyme de pièce cassée. Une canette qui va être un petit peu trop épaisse, quand on va la glisser dedans, quand le fil va glisser autour de la boîte à canettes pour faire son fameux nœud, elle risque de se bloquer à l'intérieur de la canette parce qu'elle est trop épaisse, alors que le fil doit passer dessus. C'est vraiment les règles de base. Au niveau de la matière, si j'ai une canette en plastique de base, est-ce que je peux utiliser une canette en métal si elle fait le... Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, si on a la canette en métal qui correspond aux dimensions de la plastique, on pourrait l'utiliser. Alors, il y a un phénomène de poids qui risque de légèrement modifier la tension, mais c'est minime. Après, l'avantage, entre guillemets, de la plastique, c'était tout simplement de voir tout de suite son niveau de fil. Quantité de fil Exactement, exactement. Mais ça pourrait fonctionner, on pourrait se dépanner comme ça. C'est pas un critère, en tout cas. Non, pas du tout, pas du tout. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire une canette en métal de base, je peux Dans les deux cas de figure, ouais. Dans les deux cas de figure. On pourrait, alors, le constructeur ne le conseillerait pas, mais techniquement parlant, ça ne modifiera rien. Ok. Peut-être légèrement la tension, mais ce serait infime. Et donc, ce qu'on retient, c'est on met pas n'importe quelle canette qui nous tombe sous la main. Non. Je sais qu'il y a des boutiques qui vendent aussi des sélections de canettes déjà remplies avec du fil. Non, effectivement, on ne met pas n'importe quelle canette. Je vous dis, voilà, donc au final, même s'il n'y a pas la marque du constructeur dessus, mais qu'elle correspond à tous les critères de dimension, il n'y a pas de problème. En fin de compte, il y a 3 ou 4 règles de base sur une machine pour que ça fonctionne. Un bon enfilage, du fil de bonne qualité. Alors c'est quoi du fil de bonne qualité? En règle générale, quand on va sur des marques, on risque pas trop de se tromper. Un fil qu'on prend, où on tire dessus, où on sent qu'il y a un minimum de résistance qui casse pas, la moindre tension, c'est bien aussi. Les vieux fils qui étaient vraiment emmêlés sur les vieilles bobines en bois, en règle générale, sont pas super adaptés pour les machines d'aujourd'hui. Ça peut dépanner, mais c'est pas le top. Et voilà, sans vouloir faire de la mauvaise pub, mais bon, dans certaines grandes distributions, en règle générale, les fils sont pas de super qualité. Où il faut faire attention aussi, on aurait tendance à mettre des fils renforcés pour faire des coutures costaudes. Les fils renforcés de gros diamètre abîment les machines. Moi, ce que je conseille en étant technicien, c'est plutôt de faire, si vous voulez vraiment une couture très rigide, de prendre le temps peut-être de faire 2 passages en point droit. Ou alors d'utiliser aujourd'hui, il existe des points comme celui-ci, la triple couture, on appelle ça, où la machine repasse 3 fois sur le point droit. Plutôt qu'utiliser un fil d'un diamètre 2 ou 3 fois plus gros, on appelle ça les fils là, renforcés, super résistants pour les jeans ou autres. Parce que là, le moindre bourrage de fil, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez déjà un brin de fil qui est 3 ou 4 fois plus gros. Si vous faites un moindre bourrage, ça devient une corde. Là, vous n'avez même pas le temps d'arrêter la machine la plupart du temps que vous avez coupé une pièce en deux. Donc, moi, je déconseille. Après, je peux comprendre qu'esthétiquement, ça peut être joli. Sur des machines récentes, je vous dis, avec la triple couture, on a presque la reproduction visuelle de ce gros fil, mais je déconseille. Donc, règle de base, bon fil, bonne aiguille, aiguille bien positionnée, bon enfilage, bonne canette. Déjà, quand on a respecté tous ces points-là, on a une bonne couture. On a une bonne couture et on a enlevé 95% des problèmes. Ok. Voilà. Je voudrais dire un grand merci à Jérémy et à son frère Jonathan pour leur accueil chez eux à la clinique de la machine à coudre. Si vous cherchez à faire réparer votre machine à coudre ou même à investir, à acheter une nouvelle machine à coudre, je vous ai mis toutes les coordonnées, l'adresse et le site internet dans la description en dessous de moi. Ça s'appelle donc la clinique de la machine à coudre. Et bah, moi, c'est là que je fais réviser mes machines régulièrement. Avant de se quitter, vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère. Le mot mystère, c'est un mot de couture qu'on se partage dans l'espace commentaire de la vidéo, là, juste en dessous de moi. Et ce mot mystère a 2 intérêts. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui survolent pas juste les tutos ou les revues de presse ou ce genre de vidéos. Bref, le mot mystère de cette vidéo est en 7 lettres. Et sa définition est pièce qui attrape le fil de la canette pour former un point.
Vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le dans l'espace commentaire de la vidéo là juste en dessous de moi. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, je vous propose 2 autres petites vidéos. La première, juste ici, ce sont 5 astuces avec Jérémy pour garder votre machine à coudre en parfait état. Un petit coup d'entretien après chaque couture, ce sera nickel juste ici. Ou si vous préférez, un tuto couture, parce que votre machine marche très bien, juste là.